comment perdre du poids après 30 ans, notamment après une grossesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 grands facteurs qui expliquent pourquoi ton corps change. Le premier facteur, il est purement hormonal. Rien qu'entre 20 et 30 ans, il se passe pas mal de choses, c'est qu'il y a un phénomène de sarcopénie. Chez les femmes, ça arrive beaucoup, mais alors beaucoup plus tôt. Tu te dis, ok, bon, qu'est-ce que je fais à la place? Eh bien, je vais te dire ce que tu fais à la place. Ok, bienvenue à tous, et aujourd'hui on va parler justement de comment perdre du poids le plus simplement possible après 30 ans et potentiellement même après une grossesse, puisque la plupart des femmes ont un enfant aux alentours de 30 ans, et du coup c'est un sujet qui est hyper complexe et que je vais essayer de te répondre aujourd'hui de comment ça se passe dans le corps pour que tu comprennes bien et que tu puisses notamment prendre le contrôle de ta transformation physique pour avoir des résultats. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et aussi vulgarisateur scientifique depuis un peu moins de 10 ans sur Internet. Donc ça fait un petit moment, et en plus particulièrement, je dirais que je suis spécialisé dans la vulgarisation scientifique autour du métabolisme. Donc, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent t'aider dans ta transformation physique sur le sujet du métabolisme, qui est vraiment hyper important pour réussir à perdre du poids. Et du coup, cette semaine, je voulais tester un format d'épisode un peu plus, un peu en fait ce que je faisais tout au début quand j'ai commencé ma carrière de créateur de contenu. Donc maintenant, il y a un gros moment. Et du coup, je voulais un format un petit peu plus long pour cette semaine, un format vraiment plus authentique, plus naturel aussi. Et du coup, si tu m'écoutes depuis un moment, n'hésite pas à me dire si tu penses que ce nouveau format un peu plus long, un peu plus authentique te correspond plus, et si tu le trouves mieux que l'ancien format un peu plus condensé, un peu plus travaillé avec du montage, etc. Donc voilà, donc cette semaine, on va aborder un sujet vraiment complexe, et du coup c'est bien qu'il soit plus long puisqu'il est vraiment complexe et qui me tient à cœur, puisque je vais être moi-même papa dans quelques jours, semaines, tu vois. En tout cas, le terme est dans moins un mois. Et du coup, c'est un sujet complexe. Et du coup, j'avais envie de te faire un épisode sur comment perdre du poids après 30 ans, notamment après une grossesse. Puisque c'est vraiment, je pense que si tu es une femme, tu as forcément envie de savoir, d'avoir au moins un avis d'un gars qui est dans le milieu depuis un peu moins de 10 ans sur le sujet. Et du coup, j'ai pu moi-même accompagner des centaines de femmes de plus de 30 ans. Donc je sais de quoi je parle, je pense. Donc voilà. Donc évidemment, tu sais que quand on a 20 ans, on fait des trucs, on n'a pas forcément les conséquences que quand on fait les mêmes choses à 30 ans. Et on se dit, bah oui, forcément, notre corps, il a changé entre 30 ans et 20 ans, on peut plus faire la même chose, etc. Mais en vrai, qu'est-ce qui change réellement? Si je te pose la question, qu'est-ce qui change entre 20 et 30 ans, finalement, chez une femme, qui explique pourquoi, quand on fait des trucs à 20 ans, on n'a aucune conséquence, et quand on fait des trucs à 30 ans, tout de suite, on commence à avoir moins d'énergie, prendre du poids, etc. Ça, tu ne sais pas forcément. Et du coup, comment tu veux retourner à ton poids d'avant grossesse, potentiellement, que tu faisais il y a peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, alors que tu ne sais pas finalement ce qui a changé dans ton corps, et du coup tu vas pas pouvoir savoir comment parvenir à ton poids d'avant grossesse, tu vois. Donc c'est exactement ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Dans à peu près 1 heure, je pense que ça va être un épisode d'à peu près 1 heure, tu vas voir comment progressivement revenir à ton poids d'avant grossesse de manière saine et durable. Évidemment, petit aparté, si tu viens de sortir de l'accouchement, cet épisode ne s'adresse pas forcément à toi, ok? Donc il faudra attendre quelques mois, au moins faire la rééducation du périnée, puis la remise en condition progressive au niveau physique pour pouvoir faire les ajustements que je vais te dire. Là, je parle pour au moins une femme qui, ça fait 6-8 mois grand minimum qu'elle a accouché. Okay, et du coup, elle galère à revenir à son poids d'avant grossesse. Et donc, le premier point, c'est qu'est-ce qui a changé entre 20 et 30 ans? Qu'est-ce qui explique le pourquoi, quand on fait un truc à 20 ans, on n'a pas les mêmes conséquences qu'à 30 ans? En fait, ton corps, il est vraiment en constante évolution. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 grands facteurs qui expliquent pourquoi ton corps change. Le premier facteur, il est purement hormonal. Alors, on parle souvent chez la femme des chutes hormonales qui viennent à la ménopause, etc. Mais rien qu'entre 20 et 30 ans, il se passe pas mal de choses. Et rien que avant une grossesse et après la grossesse, il y a aussi un dérèglement hormonal.
Et c'est pour ça que c'est assez important de bien comprendre ça. Si tu veux, à 20 ans, tu as une thyroïde qui tourne vraiment à plein régime. Et c'est important la thyroïde puisque c'est un organe, donc c'est une glande, qui justement brûle des calories au repos. Ok, donc même si tu restes assis devant une série, tu as ta thyroïde qui va produire les hormones et du coup brûler des calories. La thyroïde, si tu sais pas ce que c'est comme je te dis, une glande qui est située vraiment aux alentours du cou et qui est un petit peu en forme de papillon aussi, tu peux le voir comme ça sur les schémas anatomiques. Et en fait, c'est un peu le thermostat de ta maison, ok? C'est le chef de maison et il dit, bah là, il faut produire telle hormone, là, il faut produire pour remonter la chaleur corporelle, là, il faut produire telle hormone pour abaisser le niveau de stress, là, il faut produire telle hormone pour... Voilà, il y a plein d'hormones qui sont énormément d'hormones qui sont sécrétées par la thyroïde et en fait la thyroïde c'est elle qui va agir un petit peu comme chef d'orchestre. C'est de la vulgarisation scientifique bien sûr, hein, ça fonctionne, c'est pas aussi simple que ça mais en gros c'est ça. Donc son job c'est vraiment de décider de la vitesse à laquelle ton corps fonctionne. Donc c'est très important d'avoir une thyroïde qui fonctionne à son plein potentiel. Et à 20 ans, elle fonctionne à son plein potentiel. Comme je te dis, elle décide de ta température corporelle, de ton rythme cardiaque, vraiment de la vitesse aussi à laquelle tu vas stocker ou brûler des calories. Donc c'est très très important. Et en fait, à 30 ans, et surtout après une grossesse, eh bien, ta thyroïde, elle va être hypersensible, et notamment hypersensible au stress et aux carences. Et ce qu'il faut savoir avec surtout les carences, c'est que eh bien, la grossesse, eh bien, elle va consommer tout un tas de minéraux plutôt, qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de ta thyroïde. Par exemple, on a de l'iode, on a du fer, on a du sélénium, on a énormément de minéraux, du magnésium aussi par exemple. Et bien, c'est énormément de minéraux qui vont du coup, de base, tu as des stocks, tu vois. Et forcément, si pendant 9 mois, ton enfant il va avoir besoin pour son développement de énormément de minéraux, et vu qu'on est vraiment, pendant 9 mois, ton corps il a été orienté pour une seule chose, la survie de l'espèce, et donc c'est le bébé qui passait en premier par rapport à toi, et bien du coup il va pomper dans tes stocks de fer, d'iode, de minéral, etc. Enfin de magnésium, etc. Tu vois. Et donc forcément, eh bien, ton bébé, il va pomper tous ses stocks de minéraux. Et forcément, eh bien, toi, il va plus te laisser grand-chose. Ok. Et donc, tu vas te retrouver avec des stocks qui sont anormalement faibles de plein de minéraux. Et c'est d'ailleurs pour ça, enfin, si tu as, voilà, si t'as déjà été enceinte, ce qui est fortement le cas, fortement, beaucoup de chance, vu que eh bien, cet épisode s'adresse à toi, entre guillemets, ou après, il y a peut-être des curieuses ou des curieux qui m'écoutent aussi, mais voilà, eh bien, tu dois savoir qu'on fait souvent des analyses de fer pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que c'est le truc, je pense, où ton bébé il va le plus pomper tes stocks en fer. Donc, c'est un problème. Ça prouve bien que eh bien, le bébé, vraiment, c'est la priorité et toi, tu passes en second pendant 9 mois. Et donc, c'est un gros problème. Donc, le fer, c'est un gros problème, mais on traque moins les niveaux en iode, en sélénium, en magnésium, etc. Parce que c'est moins, en fait, c'est moins grave pour toi, donc on va moins le traquer. Mais si tu as par exemple des taux en iode qui sont nettement inférieurs, et ben, ta thyroïde elle va fonctionner vraiment à un très très bas régime et tu vas pas t'en rendre compte puisque on ne le suit pas, c'est pas des données qu'on traque si tu veux dans ton suivi de grossesse ou de manière très épisodique, là où les taux en fer on fait beaucoup plus attention parce que c'est peut être très très grave pour toi. Donc et pour le développement du bébé forcément aussi. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez important. Et le truc, c'est que toi tu te dis ok mais ça fait longtemps que j'ai accouché etc. Ça fait 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans et tu te dis bah, en quoi ça me concerne? Bah en fait ça te concerne parce que tout simplement, tu penses peut-être que une fois que tu as accouché, tes taux ils vont redevenir à la normale comme par magie après l'accouchement, et en fait pas forcément. Ok. Et surtout si tu n'as pas vraiment en fait de stratégie nutritionnelle claire et que ton alimentation est de base assez pauvre en micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, hein, c'est ce qu'on appelle les micronutriments, et bien en fait ton stock il va pas se recharger, il va se recharger très lentement, voire pas du tout, si tu changes un petit peu ton alimentation après ta grossesse, ou que ton alimentation est de base était pauvre, donc peut-être que tes stocks, tu les as mis très 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 longtemps à les faire, à les remplir, et en fait, bah, forcément, tu vas mettre très 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 longtemps à les re-remplir si ton bébé il t'a pompé l'intégralité de ton stock, enfin l'intégralité entre guillemets, ok? Donc, c'est pas en mangeant un petit peu de tout, si tu veux, que tu vas refaire tes stocks dans tous les minéraux. Ok. Donc, c'est assez important.
Et en plus de ça, il y a un effet boule de neige pour te parler, par exemple, du magnésium. Par exemple, le magnésium, c'est un minéral qui est consommé quand tu es stressé. Et donc, forcément, quand on vient d'avoir un nouveau-né, qu'est-ce qui se passe? On est hyper stressé. Et même quand on a un enfant, entre une mère en couple, voilà, mais qui n'a pas d'enfant, et une mère qui a des enfants, je pense que tu es beaucoup plus stressé avec des enfants, même s'ils ne sont pas nouveau-nés, que sans enfants, tu vois. Donc, forcément, tes taux de magnésium, ils vont plus être la même qu'avant, qu'après l'accouchement. Donc, forcément, c'est un changement de vie d'avoir un enfant. Et donc, ton corps, eh bien, même si tu manges comme d'habitude, eh bien, il n'a pas forcément les mêmes besoins que d'habitude. C'est pour ça que je veux te prendre cet exemple pour t'expliquer ça. Donc, c'est un problème. Et en plus de ça, si du coup, si après ta grossesse, ça fait, tu vois, quelques années, et que du coup, eh bien, tu te dis, bah voilà, moi je me sens pas bien dans mon corps, etc., je vais faire un régime et tout, du coup, tu fais un régime restrictif, et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire un régime restrictif, souvent, quand tu fais pas bien un régime, c'est-à-dire que c'est des régimes sans, ça veut dire que c'est des régimes sans glucides, des régimes sans graisse, des régimes sans petit déjeuner, donc en mode jeûne intermittent, des régimes sans, je sais pas, sans œufs, sans machin, tu vois. Il y a toujours, souvent, les régimes, quand on fait un régime restrictif, c'est sans quelque chose. Et en fait, on enlève une catégorie d'aliments et du coup, ça, au niveau marketing, c'est assez simple pour les personnes à se représenter ce que du coup elle va avoir dans sa diète. Et du coup, c'est quelque chose qui marche assez bien en fait, de faire des régimes sans quelque chose, tu vois. Et ça, vraiment, depuis la nuit des temps, hein. Ça fait, je sais pas, moi, ça fait 30 ans que je suis sur Terre, j'ai toujours entendu des régimes sans, tu vois. Et du coup, eh bien voilà, donc ça marche assez bien parce que les personnes, du coup, eh bien, ils se disent, oh, ben il y a juste à enlever ça et du coup, je vais perdre du poids, donc ça fonctionne bien, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu enlèves une famille d'aliments, eh bien, tu enlèves aussi souvent tout un côté micronutrition derrière, tu vois. C'est-à-dire que euh, les aliments, par exemple, pour les parler des légumes, ils ont une certaine couleur. Ok, il y a des légumes qui sont verts, d'autres qui sont oranges. Bah, voilà, les légumes par exemple qui sont oranges, c'est généralement parce qu'il y a beaucoup de bêta-carotène dedans, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils sont oranges. Et du coup, eh bien, si tu enlèves cette famille d'aliments, admettons d'un régime sans orange, tu vois, eh ben, tu vas enlever tout, du coup, les aliments qui contiennent de la bêta-carotène et donc une famille de minéraux derrière, puisque généralement la couleur est associée aussi à un minéral. Donc ça pose problème, tu vois. Donc c'est la pire chose à faire. Et ces trois choses-là vont venir du coup perturber ta thyroïde, et ce qui explique pourquoi ta thyroïde à 20 ans elle fonctionne à son plein potentiel et à 30 ans elle fonctionne plus du tout à son plein potentiel. Et le deuxième gros pilier de pourquoi ça fonctionne plus pareil à 20 ans qu'à 30 ans, c'est au niveau de la masse musculaire. Ok, ça c'est aussi quelque chose dont on ne te parle pas, qu'on te parle même jamais, c'est qu'il y a un phénomène de sarcopénie. On en parle souvent pour les hommes depuis 60 ans, puisque s'il y a une fonte massive de la masse musculaire, mais chez les femmes, ça arrive beaucoup, mais alors beaucoup plus tôt. Ok, puisque le pic chez l'homme de la testostérone, c'est 25 ans. Mais c'est assez lent. En fait, c'est de 25 à 60 ans. Et chez la femme, ça arrive beaucoup plus tôt. Je ne veux pas te dire exactement le pic au niveau de la testostérone chez la femme. Donc la testostérone, c'est ce qui permet, la femme en produit en une petite quantité, ce qui permet d'avoir assez facilement de la masse musculaire aussi chez la femme, même si elle en produit énormément moins que l'homme, bien sûr. Et bien du coup, donc le pic, ça va être autour, je vais dire, on va dire 22 ans. C'est à prendre avec des pincettes. Et c'est surtout que le phénomène de ménopause, etc., il arrive beaucoup plus tôt que 60 ans. Donc forcément, la pente, elle va être beaucoup plus raide chez la femme. Je te vulgarise un max, hein. Donc forcément, le phénomène de sarcopénie, le fait de la baisse de la masse musculaire due à une chute hormonale et due au fait que tes récepteurs eh bien, sont moins capables de créer de la masse musculaire facilement, on va dire. Eh bien, à 30 ans, tu commences déjà à avoir les effets secondaires. Là où chez un homme, il faudra déjà attendre 35, 40 ans, tu vois. Donc voilà. Et donc, ce phénomène de la sarcopénie, donc finalement de la perte naturelle du muscle chaque année, eh bien, c'est quelque chose qui est déjà quand même un processus qui est commence à être bien engagé à partir de 30 ans. Voilà, à partir de 30 ans. Donc, c'est quand même, voilà, c'est à 35 ans, c'est un phénomène qui est un petit peu engagé, qui explique pourquoi, eh bien, tu as du mal, finalement, à maintenir ta masse musculaire et que tu trouves que finalement, ta silhouette, elle est un peu plus molle peut-être qu'il y a 20 ans.
Enfin, que quand tu avais 20 ans plutôt. Donc voilà. Et ça, il y a un virage hormonal qui se crée. C'est que à 20 ans, la synthèse des protéines, finalement, elle est maximale. Si tu fais un peu de sport et tout, tu arrives à assez gratuitement, on va dire, à avoir de la masse musculaire. Et après 30 ans, eh ben, cette capacité, elle diminue. Tu viens de moins en moins sensible aux signaux de la construction musculaire. Et ça devient du coup de plus en plus difficile de prendre de la masse musculaire après 30 ans. Et en plus, donc de prendre, c'est compliqué, mais aussi de maintenir ta masse musculaire, ça devient plus compliqué. Donc le fait de ne rien faire en termes de sport après 30 ans, ça devient de plus en plus compliqué aussi, puisque tu n'as plus tes hormones qui viennent gratuitement, on va dire, te donner de la masse musculaire si tu fais un petit mouvement léger dans ta journée, tu vois. Donc voilà, encore une fois, je vulgarise. Mais en gros, c'est ça qui se passe. Et deuxièmement, donc on a vu la sarcopénie qui va expliquer du coup la baisse de la masse musculaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'impact de la grossesse, puisque eh bien, pendant ta grossesse, ce qui va se passer, c'est que souvent, eh bien, tu vas déjà être immobilisé. Sur la fin de grossesse, c'est que tu vas être beaucoup moins mobile, tu vas être beaucoup plus allongé, tu vas être beaucoup plus assis, et du coup, tu vas plus faire de sport alors qu'avant tu en faisais, etc. Et du coup, tout ça, c'est quelque chose qui va grignoter ta masse musculaire. Donc ça, c'est déjà un premier problème. En plus de ça, ton corps, eh bien, il peut dégrader ta propre masse musculaire pour fournir des acides aminés au bébé. Ça c'est un deuxième gros problème, parce que eh bien, ça va justement, voilà, ça va grignoter ta masse musculaire, tout ça. Les acides aminés, c'est des petits bouts de protéines, c'est des petits morceaux. Il faut s'imaginer une protéine. Souvent, on parle d'une protéine, mais en fait, une protéine, c'est pas un bloc, c'est un ensemble de petits acides aminés. Et quand il y en a beaucoup, on dit c'est une protéine, Et tes stocks de protéines dans ton corps, c'est quoi? C'est ta masse musculaire. Et donc, quand le bébé il manque d'acides aminés, eh bien, il va puiser dans tes stocks, donc dans ta masse musculaire, pour fournir des acides aminés qui sont hyper importants pour le développement de l'enfant. Enfin, du nouveau-né, quoi. Qui n'est même pas nouveau-né en plus, qui est fœtus, voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est un problème. Et du coup, ça, encore une fois, ça va pas revenir comme par magie après. C'est pas parce que tu accouches que tu récupères ta masse musculaire. Les mois que tu auras passé assis, allongé, ils t'ont grignoté de masse musculaire et du coup ça faudra le récupérer. Les acides aminés qui ont été pris, donc la dégradation de ta propre masse musculaire pour le développement de l'enfant, pareil, et bien ça c'est pas quelque chose qui va revenir. Bien sûr, quand tu vas avoir accouché, etc., quelques mois après, tu vas retrouver un petit peu tes activités, donc tu vas reprendre un petit peu la masse musculaire, mais jamais autant que ce que tu as détruit, puisque c'est le temps qui est perdu, il est perdu, tu vois. Donc, il va falloir encore une fois que tu aies une vraie stratégie de retour de ta masse musculaire, et pas uniquement faire ce que tu faisais avant, puisque tu auras sinon moins de masse musculaire, puisque tu en as perdu dans le processus. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième gros problème. Et c'est un gros problème, puisque moins de muscles, ça veut dire moins de calories brûlées au repos, et donc ça veut dire un métabolisme qui baisse. Donc il baisse à cause de ta masse musculaire, et il baisse à cause de la thyroïde, comme on l'a vu. Et en plus de ça, certaines femmes, souvent, parce que c'est pas forcément très bien vu, la musculation, le renforcement musculaire, etc., pour les femmes et tout, et que c'est beaucoup, on va dire, on voit beaucoup plus de femmes se mettre au cardio qu'à la muscu, tu vois, c'est une réalité. Enfin, moi, ça fait des années que je suis coach sportif, donc je peux t'en parler. Et le truc, c'est que, du coup, il y a beaucoup de femmes qui font le cardio, simplement, et se disent, voilà, c'est bien, le cardio, ça fait le cœur, brûle beaucoup, beaucoup de calories, ce qui est totalement vrai, c'est une des activités, le running, par exemple, qui brûle le plus de calories à l'heure. Donc, c'est vrai, mais le problème, c'est que, eh bien, le cardio, donc comme par exemple du running, eh bien c'est quelque chose qui a plutôt tendance à te dégrader tes fibres musculaires plutôt qu'à de construire de la masse musculaire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui brûle beaucoup de calories, tu vas brûler beaucoup de sucre, un peu de gras et un peu de protéines, du coup un peu de muscle, quand tu vas faire une heure de cardio, mais comme tu brûles du muscle, eh bien finalement, ton corps, il va être ton métabolisme va être de plus en plus finalement de plus en plus bas. Parce que tu brûles un peu ton capital qui te permet d'accélérer ton métabolisme, à savoir tes muscles. Donc c'est un gros problème. Et en plus de ça, ça a plutôt tendance, on en reviendra juste après, à faire augmenter ton taux de cortisol, qui est aussi un problème pour perdre du gras, et d'éviter d'avoir des fringales et d'éviter la rétention d'eau, etc. Donc le cardio, ça reste une erreur.
et ça vient de grignoter ta masse musculaire. Donc voilà, donc là déjà on a vu la thyroïde, c'est ça qui explique le changement entre 20 et 30 ans. La perte de la masse musculaire, je te l'ai expliqué aussi, entre 20 et 30 ans. Et il me reste encore deux choses à voir avec toi de pourquoi ton corps de 20 à 30 ans, c'est plus le même. Et là, ça va se complexifier un peu si tu n'as jamais entendu parler de l'insuline, puisque ton corps, il est de moins en moins sensible à l'insuline entre 20 et 30 ans. Enfin, à 20 ans, il est plus sensible qu'à 30 ans. Ok? Puisqu'en fait, si tu veux, à 20 ans, ton corps, c'est un petit peu une éponge à glucides. Donc les glucides, c'est le sucre, hein, et le moindre morceau de sucre que tu vas prendre, ok, que ça soit des sucres, des choses sucrées ou même des féculents, ok, qui sont finalement du sucre également, tout ce que tu vas manger de manière sucrée, ça va être utilisé par ton corps. Comment ton corps il utilise les sucres? Il l'utilise via les muscles ou via le cerveau, ok, et ça lui permet d'avoir du carburant pour faire de l'énergie, ok. Donc il y a deux gros leviers pour dépenser le sucre. Cerveau, muscle. Très simplement. Et ton corps à 20 ans, il est parfaitement optimisé, puisque tu es hypersensible à l'insuline, donc il est parfaitement optimisé pour brûler du sucre et le convertir sous forme d'énergie via le muscle ou le cerveau. Et après 30 ans, ce qui va se passer, c'est que dû aux variations hormonales, dû peut-être aux erreurs de nutrition que tu as fait déjà au lieu de le faire pendant, par exemple, 20 ans, tu vas le faire pendant 30 ans, donc ça va dégrader un petit peu tes organes, notamment le pancréas, etc. Bref, tu commences à être un peu plus résistant à l'insuline, puisque variation hormonale, plus mauvais choix, plus baisse d'activité aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font moins de sport à 20 ans qu'à 30 ans. Le sport préserve justement ta sensibilité à l'insuline. Et donc, forcément, ce qui va se passer, c'est que tes cellules, elles vont devenir sourdes à l'insuline. Et c'est un réel problème, puisque, quand tu vas faire du coup des excès, admettons tu manges une grosse quantité de pâtes, ça va être un gros problème puisque ton corps ne va plus savoir gérer tes pâtes. Là où avant, c'était les pâtes, c'est beaucoup de sucre, et donc les sucres des pâtes étaient mobilisés par le cerveau ou par les muscles, et là, ça va être stocké sous forme de gras. Et donc, ça va être encore un gros problème. Donc, c'est l'insuline, si tu veux, si tu sais vraiment pas ce que c'est, dis-toi que quand tu manges du sucre, ça arrive dans ton sang, ok? Et quand ça arrive dans ton sang, ton corps sécrète une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est sécrétée par ton pancréas, ok? Qui est un organe. Et donc, quand ton pancréas produit cette insuline-là, le sucre dans le sang, va être, l'insuline va permettre d'ouvrir les cellules, ok? Donc, ça, on peut ouvrir des cellules qui soient soit graisseuses, ou stockées sous forme de gras, soit musculaires, soit ouvrir des cellules nerveuses, ok, donc au niveau du cerveau, et du coup le corps, s'il y a de l'insuline, il va ouvrir des tiroirs, et ça va dans le cerveau, et ça va dans les muscles, et ça va dans le gras, ok. Et forcément, si tu viens de plus en plus résistant à l'insuline, ça veut dire que ton corps, ne va plus réussir à trouver les portes de sortie du sucre, et il va aller vers la solution la plus simple, qui est stocker sous forme de gras, et notamment, comme on va le voir, au niveau des graisses viscérales, donc autour de tes viscères, au lieu de stocker sous forme de gras cutané. Okay, pour l'instant, je ne rentre pas plus que ça dans le détail, parce que c'est hyper complexe. En fait, tu vois, déjà, comme je me suis dit, à te l'expliquer, on va dire, en une phrase, c'est assez complexe. Et j'ai pas mal fait de podcasts dessus, donc si ça t'intéresse de voir vraiment des podcasts sur la sensibilité à l'insuline, je t'inviterai à regarder mon travail. Mais en gros, c'est ça. Et le dernier gros sujet qui explique pourquoi ton corps ne fonctionne plus de la même manière à 20 ans qu'à 30 ans, c'est le cortisol. Okay, le cortisol, c'est l'hormone du stress et si tu veux, c'est l'alarme à incendie de ton corps. Donc c'est une hormone qui est produite par les glandes surrénales, hein, donc sur les reins. Et du coup, c'est une hormone qu'on dit l'hormone du stress, mais à la base, c'est une hormone qui est absolument vitale. Okay, puisqu'en fait, c'est une hormone qui te permet de te donner de l'énergie pour te lever le matin. C'est une hormone qui te permettait de fuir face à un prédateur à l'ancienne pour les hommes préhistoriques, enfin nos ancêtres quoi. Et du coup, c'est vraiment une hormone qui est vitale, puisqu'en fait, c'est une hormone qui te permet de booster tout un tas de choses, d'exciter à la fois ton système nerveux, ta masse musculaire, enfin tes muscles, et tout un tas de choses pour justement être une sorte de super humain pendant quelques minutes. Puisque voilà, si on avait un lion qui nous arrivait dessus devant nous, on avait besoin d'être hyper réactif, d'avoir aussi des signaux de la douleur qui soient anesthésiés pour pouvoir courir plus longtemps, pour s'il faut se battre, pouvoir se battre, etc., etc. Donc le cortisol, c'est une hormone qui est importante et c'est celle aussi qui nous permet de se lever le matin, puisque comme tu
c'est peut-être. La nuit, on a plutôt tendance à sécréter de la mélatonine, ok? Donc c'est une hormone qui permet de se relaxer. Et forcément, pour sortir de ton sommeil, il faut une autre hormone qui a plutôt tendance à t'activer. Et là, c'est le cortisol. Ok? Donc tu vois, c'est une hormone qui fait pas mal de choses. On dit que c'est l'hormone du stress, qui est vrai dans une société au 21e siècle, mais à la base, c'est pas forcément une hormone du stress, c'est une hormone qui permet de t'activer et de t'hyperactiver quand tu es face à un danger. Ok? Et donc, c'est une hormone qui est absolument cruciale. Et le problème, en fait, c'est que au 21e siècle, ton corps, il ne fait pas la différence entre un tigre à dents de sable et une pile de dossiers quand tu arrives au boulot, ok, qui ne baisse jamais, ok, ou un email qui tombe, boum, ça te met à chaque fois un petit pic de stress comme ça, et c'est quelque chose qui est un problème. Donc, parce que vraiment ton corps, il fait pas la différence. Dans les deux cas, c'est un signal d'alarme. Je dois, eh bien, développer mes pleines capacités pour justement faire la tâche qui est devant moi. Donc, que c'est fuir après un tigre ou traiter une masse de travail, tu vois, au début de ma journée. Et vraiment, c'est un gros problème. Et de plus, quand tu es du coup une maman qui est peut-être active, ok, avec un travail qui demande vraiment pas mal de ressources à la fois physiques et mentales, donc où tu as, quand tu arrives au boulot, beaucoup de charges de travail, donc ça a plutôt tendance à élever ton niveau de cortisol. Et quand tu rentres à la maison, là où avant, à 20 ans, peut-être que tu vois, tu pouvais te détendre un peu facilement, etc. Bah là, tu as encore un bébé à gérer ou un enfant, ou si c'est vraiment, on va dire, un nouveau-né, bah, en plus, il fait forcément ses nuits et tout. Donc, tu vois, c'est encore une fois du stress supplémentaire. Donc c'est assez important. Et c'est quelque chose qui fait une énorme différence, puisque, comme on va le voir après, le cortisol, c'est une hormone, d'ailleurs j'en ai parlé juste dans l'épisode de la semaine dernière, mais le cortisol c'est vraiment une hormone qui a tendance à bloquer ta perte de gras. Donc ça veut dire que si tu es en présence de cortisol, ton corps n'arrive pas à brûler du gras. Pourquoi? Puisque si tu veux, à la base, quand tu as un tigre devant toi, ok, comme je te dis, le corps, il se dit, ok, là, je déclenche mon instinct de survie, je vais avoir besoin de sucre pour activer mes muscles, tu vois, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les muscles dépensent du sucre, ok. Donc, eh bien, le cortisol, il monte, il libère du sucre dans les muscles via l'intermédiaire du foie, ok, et du coup, il y a du sucre qui circule dans le sang. Comme ça, si tu as besoin de fuir, tu as du sucre. Comme il y a du sucre qui arrive dans le sang, comme on l'a vu tout à l'heure, quand il y a du sucre dans le sang, il y a quoi qui arrive après? De l'insuline. Ok? Et donc, boum, tu produis de l'insuline. Donc ton pancréas, il commence à travailler pour produire de l'insuline, puisqu'il y a du sucre qui circule dans le sang. Et puisque en soi, t'es pas vraiment stressé, t'as pas besoin de fuir après un tigre, t'as juste besoin de traiter ton email ou bercer le bébé qui fait que de pleurer depuis une heure ou avoir mille choses à gérer dans ta maison et du coup c'est quelque chose qui stresse, etc. Donc t'es pas forcément hyper actif, t'es actif mais t'es pas forcément hyper actif, c'est plutôt des ressources mentales qu'on te demande, tu vois. Et donc la quantité de sucre que ton foie a libéré en situation de stress ne va pas être dépensée, va être peut-être dépensée un petit peu parce que tu réfléchis, parce que tu t'actives légèrement, mais en soi, pas énormément non plus, tu vois. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu as produit du cortisol qui a produit de l'insuline, et en fait, c'est le signal parfait pour ton corps de stocker du gras. Et en plus de le stocker autour du ventre, puisque c'est là finalement où il y a le plus de récepteurs à cortisol. Et c'est un problème puisque c'est biologiquement impossible de brûler du gras quand ton taux d'insuline il est élevé. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, l'insuline c'est une hormone de stockage et quand elle est dans ton sang, tu vas essayer de forcer la porte de tes cellules à se déstocker, alors que l'insuline force la porte de tes cellules pour justement faire rentrer les choses, tu vois. Et donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu as ton niveau d'insuline qui est hyper haut, ton taux de gras ne va pas bouger d'un millimètre, ok? Voilà, tes mensurations ne vont pas bouger d'un millimètre. Donc, c'est un gros problème. Et en plus de ça, comme on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, ça peut rendre diabétique de type 2, puisque du coup ton pancréas qui de base doit sécréter de l'insuline une, deux, trois fois par jour maximum, on va dire, parce que à chaque fois que tu manges du sucre, et bien là, ton pancréas, il va sécréter ça tout le temps.
parce que du coup, comme tu es stressé toute la journée, il va sécréter de l'insuline puisque tu as ton foie qui va libérer du sucre et du coup, boum, 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 tu vas sécréter énormément d'insuline et du coup, ton pancréas, au lieu de travailler 1 heure par jour, il travaille 24 heures sur 24. Donc forcément, ça peut te rendre diabétique à long terme. Donc c'est un gros, gros problème. Et donc maintenant qu'on a vu pourquoi eh bien, ton corps ne fonctionne plus de la même manière, surtout pour brûler du gras à 20 ans qu'à 30 ans, et du coup ce qui explique, voire même 40 ans, hein, si tu m'écoutes cet épisode, voilà, il se passe à peu près la même chose en un peu plus avancé sur certaines fonctions à 40 qu'à 30, ok. Mais disons le point de bascule c'est à peu près 30, c'est pour ça que je mets 30 dans le titre de cet épisode. Mais du coup, eh bien, on aura vu les 4 grosses raisons de pourquoi ton corps ne fonctionne plus de la même manière à 20 ans qu'à 30 ans. Et maintenant qu'on a vu ça, et que tu sais bien où est le problème, on va voir finalement qu'est-ce que font les gens généralement pour arriver à leur poids de forme et perdre du gras et puis pour se sentir bien dans leur corps. Et tu vas voir que dans ce que font la plupart des gens, il y a beaucoup d'erreurs et ce qui explique peut-être pourquoi toi aujourd'hui tu as l'impression d'être bloqué. Tu vas forcément te reconnaître dans les 4 grandes erreurs que je vais t'exposer maintenant. Donc, la principale erreur, c'est l'erreur classique de déficit calorique agressif. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que que tu utilises une application pour traquer tes calories ou pas. Tu vas faire soit donc à l'œil, soit vraiment en traquant, mais tu vas te mettre un total de calories assez bas, admettons, tu vois, 1200 calories, et du coup, tu vas t'affamer, manger 1200 calories, tu vois, c'est relativement peu, si tu n'as jamais calculé ce que tu mangeais, bien que à mon sens, ça soit une erreur, eh bien, c'est très peu, 1200 calories, et donc du coup, bah, tu vas t'affamer. Ou alors, ce que tu vas faire, donc tu vas essayer de prendre des trucs hyper healthy, avec beaucoup de salade, beaucoup de trucs, tu vois, qui sont pas très caloriques, et qui remplissent l'estomac, puisque tu vas avoir super faim. Et du coup, bah, tu vas t'affamer comme ça. Ou alors, il y a d'autres personnes qui font plus je saute des repas. Ok, je ne mange pas le midi ou je ne mange pas le petit déjeuner, etc., etc. Et du coup, ça va me permettre de gratter des calories et finalement de faire une sorte de régime sans même compter ce que je mange. Ok, c'est aussi assez à la mode de se dire oui, voilà, c'est pas bien de noter parce que les calories, puisque ça développe des troubles du comportement, etc. Blablabla. Et du coup, je fais pas, moi juste, je saute le repas, je saute le machin. Ok, voilà. Donc ça, c'est la principale erreur. Et pourquoi c'est une grosse erreur de faire ça? Puisque en fait, ça va tout simplement ralentir ta thyroïde, puisque ça va créer une dette de calories. Et comme on l'a vu dans la première partie de cet épisode, eh bien, si tu restreins brutalement l'énergie que tu apportes à ton corps, eh bien, ton cerveau archaïque, si tu veux, le cerveau ancestral que tu as, eh bien, il va recevoir un signal de famine. Et du coup, eh bien, ton corps, il va protéger ses ressources énergétiques, puisque ton corps n'est pas fait pour être en bikini sur la plage, il est fait pour survivre. Ok. Donc, si tu lui baisses ses calories, il va encore plus déclencher des mécanismes de survie, parce que pour lui, c'est qu'il n'y a plus de nourriture aux alentours. C'est pour ça que tu t'alimentes plus, puisqu'il n'y a aucune raison sinon de se sous-alimenter. Ok, ton cerveau pendant des milliers d'années, quand il mangeait plus, c'est parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Sinon, quand il y avait de la nourriture, il mangeait. Et comme il y avait rarement de la nourriture, ça lui arrivait rarement d'avoir beaucoup, beaucoup de réserves de gras comme maintenant, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est un mécanisme qui est propre au cerveau. Et du coup, eh bien, tu vas donc, comme je te dis, eh bien, baisser. Eh bien, ton corps, il va avoir un mécanisme de survie. Et du coup, ta thyroïde, qui est un organe hyper important dans le processus de création d'hormones, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, ta thyroïde, au lieu de fonctionner à 100%, admettons, elle va fonctionner à 80 ou 90%. Et du coup, bien, le fait d'avoir fait un régime, ne serait-ce que pendant 2, 3 semaines, un mois, eh bien, tu vas perdre 10%, 20%, 30%, 40% d'activité de ta thyroïde. Et donc, tu as un métabolisme qui va baisser d'autant. Et du coup, bah, tu vas plus comprendre pourquoi tu prends facilement du poids. Eh bien, c'est tout simplement parce que tu as fait un déficit calorique trop agressif. Okay, donc le fait de manger moins, pourquoi pas, comme on va le voir après, mais de manger beaucoup moins, non, ça, jamais de la vie. Donc ça, très important. Le deuxième truc, c'est le fait de faire du cardio. On l'a vu tout à l'heure, le fait de faire du cardio, c'est pas forcément une très très bonne idée. En tout cas, si tu le fais seul, ok. Ou, alors il y a du cardio type running, et il y a du cardio type HIIT, ok, High Intensity Interval Training.
qui est hyper à la mode, surtout chez les femmes, beaucoup moins chez les mecs. Et du coup, c'est enfin vraiment tout. Moi, ça me rend un peu fou parce que en fait, tous les influenceurs, etc., prônent ce type de choses-là, puisque effectivement, ça fait brûler beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories à l'heure. Donc, on se dit, c'est intéressant, puisque si je veux perdre du gras, je veux brûler des calories. Donc, le HIIT étant une sorte de méthode qui te permet de brûler des calories, ça peut être intéressant. Et le HIIT en soi, pourquoi pas? Enfin, moi, tu vois, avec mes élèves, je peux en faire, mais il y a une composante qui est assez importante, c'est que le HIIT, il doit être progressif, ça veut dire que tu dois progresser. Si tu fais du HIIT pour brûler du gras et que tu ne progresses pas, mais que tu fais juste des petits circuits qui sont, on va dire, des petits circuits qui sont hyper faciles en termes de poids, où il y a beaucoup de répétitions, donc du coup ton cardio il est à fond, à fond, à fond. Ça, c'est pas une super idée. Du HIIT où c'est plus un peu entre la musculation et finalement entre ton HIIT que tu connais, ça c'est plus intéressant. Enfin bref, je m'étale pas forcément, mais en tout cas de faire du cardio, des trucs qui sont très très cardio pendant une demi-heure où c'est très 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 cardio, c'est pas une bonne idée, puisque plus c'est cardio, moins c'est intense musculairement, hein, puisqu'on ne peut pas à la fois avoir énormément de charges à soulever et de cardio, avoir un cardio qui est très très élevé. Hein. C'est deux choses qui sont pas compatibles en fait. Ton corps ne sait pas faire les deux. Et ce, pendant très longtemps, de façon routinière, un petit peu toutes les semaines et tout. Et donc voilà, donc plus tu fais de l'intensité, moins tu fais finalement, enfin plus tu fais de l'intensité cardiovasculaire, moins tu fais de l'intensité musculaire. Donc c'est un problème, puisque comme on l'a vu, une maman de plus de 30 ans, une femme déjà de plus de 30 ans, eh bien, commence à avoir un phénomène de sarcopénie qui commence à arriver, comme on l'a vu, et du coup a tendance à beaucoup moins maintenir sa masse musculaire, et donc c'est un gros gros problème. Ok, puisque si tu fais des choses qui vont en plus te dévorer ta masse musculaire, c'est un problème. Il y a un troisième truc qui est aussi à la mode et que peut-être que tu as déjà essayé, c'est le jeûne intermittent. Et en plus, le jeûne intermittent, c'est vraiment le truc hyper à la mode. C'est le fait de ne pas manger pendant 16 heures ou 18 heures sur une journée. Et moi-même, en plus, je m'en veux parce que j'ai pu le recommander il y a quelques années. Comme quoi, on peut dire des conneries à tout âge. Hein. Et j'ai pu le recommander. Et en fait, avec l'expérience que j'ai maintenant, c'est que je te dis, j'ai pu accompagner des centaines et des centaines de personnes en coaching. Et le truc, c'est que il y a des personnes qui avaient justement l'habitude de faire ça. Donc j'ai, on va dire, laissé faire en me disant, bah oui, ça paraît une bonne idée, le jeûne intermittent. En plus, tu as l'habitude, donc c'est pas quelque chose de très difficile à maintenir pour toi, vu que c'est déjà une habitude qui est ancrée. Et en fait, je me suis rendu compte que généralement, c'était hyper contre-productif, puisque bah, en fait, les personnes, elles ont plutôt tendance à avoir beaucoup de grignotage, puisqu'il y a un niveau de cortisol qui vient se rajouter, puisqu'en fait, le fait de jeûner, ça apporte un stress au corps. Ok, donc le stress qui dit cortisol dit rétention d'eau, et dit craving, donc le fait d'avoir des grignotages intempestifs entre les repas. Ok, et donc je dis pas que c'est pas bon pour tout le monde, le fait de faire un jeûne intermittent, mais pour la majorité des gens que j'ai pu coacher, donc encore une fois, ce n'est pas une étude scientifique, c'est mon expérience, ok. Et bien c'est contre-productif, ok, parce que du coup, tu vas avoir ton taux de cortisol qui augmente, des grignotages qui augmentent, et ça devient très compliqué de te contrôler au niveau de la nutrition. Là où en fait, quand tu manges un petit déjeuner, qui plus est un petit déjeuner protéiné, comme on y reviendra tout à l'heure, eh bien tu vois une diminution de tous ces cravings, etc. Donc c'est important. Donc pour moi, si tu fais le jeûne intermittent, c'est une des raisons qui explique pourquoi tu n'arrives pas à perdre du gras et du coup qui fait que bah, tu es peut-être pas à ton poids de forme aujourd'hui et tu comprends pas pourquoi. Ok, donc c'est un gros problème. Surtout que comme on l'a vu, ça fait augmenter ton cortisol et en plus de ça, de base, en tant que mère désormais, eh bien tu as en plus des niveaux de cortisol qui sont supérieurs à ce que tu avais à 20 ans. Puisque eh bien, tu as beaucoup plus de charge mentale, donc ça fait grimper ton cortisol. En plus, probablement, tu as un travail qui te demande peut-être beaucoup de responsabilités. Donc, encore une fois, c'est du cortisol, donc du cortisol, du cortisol, du cortisol. Donc, tout ce qui finalement favorise le cortisol, on essaye d'éviter. Donc là, le jeûne intermittent, ça peut être une bonne idée, mais en fait, non, parce que cortisol, donc on évite. Tu vois, c'est assez simple comme réflexe à avoir. Et tout ce qui est comme ça, tout ce qui est connu pour augmenter ton seuil de cortisol, je t'invite à partir et ne pas le faire.
Et le troisième truc, et c'est là encore où je voudrais m'attarder, même si j'en ai un petit peu parlé sur la partie cardio, c'est le mythe du renforcement musculaire léger, donc avec des tout petits poids, puisque sinon tu vas ressembler à un bonhomme. Eh bien, du coup, je fais du renforcement musculaire parce que c'est bon pour le corps. Par contre, je prends que des tout petits poids, ok? Je prends que des haltères de 1, 2, 3, 4 kilos. Et je fais des circuits en boucle. Et là, c'est là où je te disais, les influenceurs, etc. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'hyper populaire. La plupart des gens en plus ils se disent ouais, enfin des femmes se disent ouais, mais si je soulève trop lourd, je vais ressembler à un bonhomme. Comme on l'a vu, déjà ta testostérone elle commence déjà à baisser assez drastiquement à 30 ans. Déjà à 20 ans, c'est pas facile du tout pour toi de construire beaucoup de masse musculaire. Donc si en plus de ça, tu t'y prends de la mauvaise des manières, à savoir faire des tout petits poids et du coup faire énormément de répétitions, bah en fait ça va presque pas te faire progresser. Du coup, tu vas maintenir un peu ta masse musculaire en passant plusieurs heures par semaine à la salle de sport et tu vas pas comprendre pourquoi ça marche pas sur toi. Bah, peut-être parce que tu t'y prends de la mauvaise des manières, à savoir que tu ne soulèves pas assez lourd. Voilà. En fait, si tu regardes les hommes qui s'entraînent à la salle de sport et du coup qui sont musclés, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils notent ce qu'ils font. Ils essaient de faire un peu plus la fois suivante et ils n'ont pas des haltères de 2, 3, 4 kilos. Et pourtant, ils ont certainement commencé par là, tu vois. C'est-à-dire que enfin, il y a des gens qui sont plutôt doués et d'autres pas, tu vois. Mais quand tu commences la musculation ou le renforcement musculaire, tu soulèves très léger. C'est même ridicule à quel point tu soulèves des trucs légers. Et au fur et à mesure, quand ça fait des années que tu t'entraînes, tu t'amènes à soulever des charges qui sont beaucoup plus importantes. Et le truc, c'est que bah, comme c'est bien vu chez les hommes d'avoir des muscles, etc., du coup, ils ont automatisé ce truc-là, tu vois. Mais toi, en tant que femme, c'est pas parce que tu le fais que tu vas construire de la masse musculaire, puisque le facteur primordial pour construire de la masse musculaire, bien sûr que c'est les poids que tu soulèves, mais c'est aussi ta faculté hormonale. Et les femmes que tu vois qui sont peut-être très musclées sont aussi dopées. Désolé d'aborder les sujets, mais c'est une réalité. En fait, il y a vraiment, si tu vois des femmes extrêmement musclées, euh, j'ai envie de même te dire, quel que soit leur âge, elles sont dopées ou elles ont déjà pris des produits dopants dans leur vie. Et c'est enfin, vraiment des femmes naturelles. Moi, je connais des femmes qui font des années, des dizaines d'années de renforcement musculaire. Et quand elles sont habillées, ok, pas tu vois, en bikini sur la plage, ça se voit. Mais si tu es habillé, ça ne se voit même pas. Donc, parce que, en fait, de façon globale, ton corps, les femmes peuvent vraiment développer enfin, la croissance musculaire, ok, mais ça va jamais être très volumineux, ça va être très dense relativement facilement. Tu peux avoir des muscles qui sont hyper fermes au toucher et du coup un peu plus volumineux, ok, mais jamais comme un homme. Voilà, ce que je veux te dire, il ne faut pas avoir peur de charger parce que c'est jamais quelque chose qui va te transformer en un homme, ok. Surtout plus l'âge avance, tu vois. Donc si tu commences à 18 ans où tes seuils de testostérone ils sont encore assez hauts, peut-être que tu vas pouvoir, peut-être que ça va se voir habillé, tu vois. Mais plus tu avances dans l'âge, plus ça va être compliqué. Donc vraiment, faut pas que c'est pas quelque chose dont dois avoir peur. Et ce que je te disais, c'est que si tu le fais, si tu du coup tu prends des poids super légers et que tu fais plein de répétitions parce que tu as peur de ressembler à un bonhomme, et bien en fait tu vas juste pas progresser et tu vas passer des heures et des heures et des heures à la salle de sport pour rien. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis c'est une grave erreur puisque ça c'est plutôt quelque chose qui va te décourager, te finir par arrêter et au final tu vas te dire bah c'est pas fait pour moi alors que si c'est juste que toutes ces heures tu les as passées avec la mauvaise méthode puisque bah encore une fois sur les réseaux on voit que ça, c'est-à-dire que c'est assez rare finalement de voir des fit girls avec des poids extrêmement lourds. Il y en a quand même qui font la promo de ça, mais ça n'est pas la majorité. Donc, bah, on se dit, elle a l'air d'avoir ce corps-là en soulevant des poids légers, alors qu'en fait, elle s'entraîne pas comme ça, et en plus, des fois, elle est même dopée. Donc voilà, donc c'est un problème. Donc tout ça pour dire que c'est le quatrième mythe qui fait que eh bien, les méthodes classiques ne fonctionnent pas pour toi, surtout après 30 ans. Ok, donc on aura vu le fait de faire un déficit calorique assez agressif, le fait de faire du cardio à outrance, le fait de faire du jeûne intermittent ou le fait de faire du renforcement musculaire avec des poids extrêmement légers. Et voilà, donc tu as forcément peut-être essayé l'une ou l'autre de toutes ces méthodes-là. Et c'est peut-être pour ça que tu m'écoutes aujourd'hui et tu te dis, ok, bon, qu'est-ce que je fais à la place? Eh bien, je vais te dire ce que tu fais à la place. Ce que tu vas faire à la place, c'est un protocole de reconstruction de ton métabolisme.
tout simplement. Alors, ça peut, enfin, je dis tout simplement, ça n'a pas l'air non plus simple quand on dit comme ça, mais en tout cas, on va faire un protocole pour vraiment te booster ton métabolisme. C'est exactement ce que je fais avec mes élèves en coaching. Et bon, là, je vais, on va dire, survoler pas mal de points, puisque c'est en fait quelque chose d'extrêmement complexe, qui prend aussi plusieurs mois à faire. Et je ne vais pas pouvoir te guider en quelques minutes sur plusieurs mois d'accompagnement que je fais avec mes élèves en coaching. Si ça t'intéresse, je t'inviterai à écouter jusqu'à la fin de l'épisode, puisque bah, c'est ce que je te présenterai un petit peu ce que je propose moi en termes d'accompagnement à la fin de cet épisode. Mais du coup, donc comment on fait pour booster son métabolisme? Bah, on va reprendre tous les trucs qui ont finalement changé de 20 ans à 30 ans et on va essayer d'optimiser tous ces paramètres pour au final, avec plus d'efforts, eh bien, arriver au même résultat qu'à 20 ans. Voilà, c'est un peu l'objectif, hein. L'idée, c'est pas de te vendre une méthode miraculeuse qui, du coup, va te faire retrouver ta silhouette de 20 ans en faisant la même chose. C'est peut-être, dans le meilleur des cas, retrouver ta silhouette de 20 ans. C'est en vrai possible, mais ça demande plus d'efforts. Faut pas non plus mentir aux gens. Ok. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement pour relancer son métabolisme et arriver à des bons résultats? Eh bien, le premier truc, c'est de sécuriser ton métabolisme. Donc ça, c'est vraiment, avant de vouloir perdre du gras, ok, il faut vraiment que tu rassures ton cerveau. Donc, le déficit calorique que tu vas devoir faire, il va devoir être très léger, ok? Surtout si tu n'es pas encadré par un professionnel du milieu. Donc, bien sûr que pour perdre du gras, il faut faire un déficit calorique. Mais si tu fais un déficit calorique trop intense, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien ta thyroïde, elle va baisser. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Ok. Il faut faire un déficit calorique qui soit à la rigueur tellement petit que, en tout cas, si tu n'es pas encadré par un professionnel, faire un déficit tellement petit que bah, finalement tu ressens pas du tout la sensation de faim, tu ne vois même pas forcément des résultats, etc., etc. Et du coup, chaque semaine, tu vas essayer de réduire légèrement de 50, 100 calories ton déficit, ok? Et pas tout de suite d'enlever 800 calories de déficit parce que sinon ta thyroïde, elle va péter un câble, ok? Et forcément, du coup, tu ne vas pas perdre du gras puisque tu vas manger moins et ta thyroïde va baisser en activité. Donc au final, tu vas te retrouver dans la même situation en ayant faim, ok? Donc à tout prix, on essaye de baisser les calories vraiment step by step et lentement mais sûrement. Voilà. Donc ça te permet que ta thyroïde reste normale et que du coup ton niveau aussi en cortisol eh bien, n'explose pas et monte pas en flèche. Donc dans un premier temps, pour perdre du gras, encore une fois, si tu n'es pas encadré par un professionnel, tu baisses un petit peu tes calories de 50, 200 calories et puis la semaine suivante, tu enlèves encore 100 calories, etc. pour avoir un déficit situé entre 200 et 500 calories par jour maximum en fonction du nombre de poids qui te sépare de ton poids de forme. C'est quelque chose à individualiser encore une fois. Évidemment, si tu as 30 kilos à perdre, 500 calories de déficit, ça paraît pas déconnant. Si tu n'en as que 5, ça paraît trop. Ok. Donc ça, c'est quelque chose encore à arbitrer. Là-dessus, c'est aussi un métier, tu vois, donc c'est assez compliqué de te dire ça en podcast, mais voilà. Donc en tout cas, vaut mieux y aller 100 calories par 100 calories, être à l'écoute de ces signaux de la faim, etc. Si tu as trop faim, c'est pas bon. Si tu as des choses, tu commences à voir des choses qui commencent à changer, qui sont pas bons, qui commencent à avoir des fringales, avoir des envies de grignotage, etc. Probablement parce que ton déficit calorique est trop important. Ok, donc là-dessus, vraiment, vas-y step by step. Et ce que tu vas faire en plus, c'est que, comme je te dis, plus tu baisses tes calories, plus probablement tu peux avoir eh bien, tout simplement des niveaux de cortisol qui commencent à augmenter. Donc pour éviter que les niveaux augmentent trop, ok, il faut absolument pendant la première partie de ta transformation physique vraiment prioriser le sommeil. Ça fait partie de ta transformation physique d'optimiser cet élément-là. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de podcasts sur ce sujet-là. Ok, donc je t'inviterai, si tu veux, mes astuces sur ce sujet à te rendre sur mes anciens épisodes et découvrir mon travail parce que voilà, c'est important en fait. Parce que le sommeil, c'est durant cette période-là que tout se passe. C'est dans cette période-là que ça va déterminer comment va se passer ta journée du lendemain. Si tu fais un mauvais sommeil, tu vas avoir une journée pourrie le lendemain. Ok, donc il faut absolument, ça fait partie de tes tâches quotidiennes de te dire je me couche pas trop tard à cause du rythme circadien, etc. Bon, ça, encore une fois,
j'ai fait des épisodes dessus. Je t'inviterai à aller les voir parce que c'est extrêmement complexe. Mais en gros, notre corps, il est régi par rapport à la lumière du sommeil, ce qui est logique puisque ça fait des milliers d'années qu'on a besoin de la lumière du sommeil. C'est ce qui permet de régir notre journée. C'est-à-dire que le matin, on va avoir une lumière qui va être plutôt blanche et du coup qui va produire des hormones qui vont plutôt s'activer, enfin bleues, pardon. Donc du coup des hormones qui vont plutôt nous activer, ça va nous permettre d'aller chasser, cueillir, etc. des choses. Et le soir, quand il n'y a plus de lumière de jour, on va avoir des hormones qui ont plutôt tendance à nous endormir, ok? Mais si tu restes éveillé alors que tes hormones produisent justement des substances qui te relaxent et qui ont tendance à t'endormir, bah, du coup ça va te surfatiguer puisque du coup tu vas rester éveillé là où c'est pas optimisé pour toi de rester éveillé. Et en plus de ça, la période où tu vas produire ce type d'hormones, si tu passes cette période-là à être éveillé, ça veut dire que quand tu vas dormir, eh bien, tu vas ne pas profiter pleinement de ta plage où eh bien, physiologiquement ton corps il est optimisé pour la relaxation et la réparation. Okay, donc c'est hyper important. Donc comme je te dis, là je t'ai donné deux astuces en même temps. Donc première partie de ta transformation physique, tu réduis pas drastiquement, mais tu réduis très légèrement tes calories et tu fais hyper gaffe à ton sommeil. Donc ça, c'est fait ça pendant plusieurs semaines, je dirais 3 semaines à mois. Ok. Donc ça, c'est hyper important. En plus de ça, tu vas du coup, pour relancer ton métabolisme, donc inverser la sarcopénie qu'on a vu tout à l'heure. Donc éviter que ton corps détruise sa propre masse musculaire, comme je te l'ai dit, dû à tes grossesses, dû à l'âge qui avance et du coup à la baisse aussi de certaines hormones et du coup bah forcément tu vas perdre de la masse musculaire. Donc pour lutter contre ça, il faut que tu inclues du renforcement musculaire et ce 2 à 3 séances de renforcement par semaine pour apporter une certaine tension mécanique à tes muscles. Et vraiment, on oublie les poids de 1 kg. Ok, on cherche justement à faire des séries qui sont plus courtes. 20 répétitions, c'est le max. Ok, dis-toi que vraiment 20 répétitions, c'est le max. Et donc, quand je dis 20 répétitions, c'est le max, ça veut dire que c'est pas tu prends un poids de 1 kg, tu fais 20 répétitions d'un mouvement que tu as vu sur Internet et tu t'arrêtes à 20 répétitions. C'est tu fais 20 répétitions avec un poids à 20 répétitions, t'es cramé. Ok, c'est comme ça qu'on fait du sport et comme ça qu'on fait du renforcement musculaire. Ok, donc si tu prends un poids de 1 kg que tu fais 20 répétitions et que tu as la force pour le faire, normalement, tu n'es pas cramé à 20 répétitions. Ok, tu t'arrêtes à 20 parce qu'on t'a dit t'arrêter à 20, mais en réalité, tu peux faire beaucoup plus. Donc, eh bien, prends la bonne charge. Ok, pour que quand tu t'arrêtes à 20 répétitions, c'est que tu n'aurais pas pu en faire 21 répétitions. Ok, donc tu t'arrêtes à 20 dans ces cas-là. Et 20, c'est le max. Ok, idéalement, même, je pense que c'est quand même mieux de faire des séries de 10, 12 répétitions. Ok, pour que tu puisses voir un peu de gain en termes de volume musculaire, en termes de densité musculaire, etc. C'est quand même plus optimal de travailler plus autour de 10 répétitions, ok, que de 20. Mais si je dois donner un cap max, c'est 20 reps. Ok, donc, adapte ta charge pour 20 reps. Et ça te permet de lutter contre la sarcopénie, que ton corps crée du muscle. Les muscles, c'est des tissus qui sont vivants, qu'on appelle des tissus actifs. Donc ça veut dire que tes muscles, à partir du moment où tu ne les utilises plus, tu perds de la masse musculaire. Mais l'avantage, c'est que si tu les utilises, eh bien, comme c'est des tissus actifs, c'est des tissus qui ont besoin de calories pour survivre. Et donc qui vont dépenser du carburant, donc des calories, en continu tout au long de ta vie. Okay, donc c'est quelque chose qui est un capital, si tu veux, c'est un investissement, la masse musculaire, qui te permet de toute ta vie brûler du gras et des calories au repos. Ok, enfin, pas forcément du gras, mais plus des sucres. Mais voilà, en tout cas, ça évitera que ça se convertisse en gras. Donc c'est hyper important. Et donc c'est un capital qu'il faut à tout prix préserver. Et donc pour ça, 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine avec des poids conséquents. Ok, alors tu vas pas forcément commencer avec des énormes charges, c'est normal. Mais en tout cas, il faut que ça soit lourd pour toi. Pas lourd pour quelqu'un d'autre, lourd pour toi. Ok, et que quand tu finis ta série, que ce soit à 10, à 12, à 15, à 20 répétitions, que tu sois cramé et que tu sois pas genre en mode j'aurais pu en faire 2 fois plus parce que sinon ça va pas fonctionner le sport sur toi et tu vas pas comprendre d'où ça vient alors que ça vient de là. Et en plus de ça, si possible, donc là encore une fois, il faut avoir quand même quelques notions de sciences du sport, etc. Mais en soi, privilégie quand même les mouvements qu'on appelle polyarticulaires, donc ça veut dire des mouvements qui appellent plusieurs articulations pour que quand tu fasses un seul mouvement, en fait, tu aies plein de muscles qui travaillent. Admettons, tu vois par exemple le squat, ça va travailler beaucoup, beaucoup de muscles. C'est pas uniquement les fessiers. C'est
les fessiers, donc grand fessier, avec le quadriceps, avec l'ischio, avec un peu le mollet, avec le bas du dos, avec les abdos, parce que ça te demande du gainage. Donc tu vois, en faisant uniquement du squat, tu mobilises plein de muscles, ok? Donc si tu charges lourd, que tu fais des exercices qui demandent beaucoup de muscles en même temps, bah tu as une séance qui finalement en peu de temps est hyper efficace. Là où en fait, si tu te fais un petit peu avoir par les vidéos que tu peux voir sur internet, tu vas faire du coup des poids super légers avec des mouvements qui sont hyper ciblés, ou donc tu vas travailler un mouvement, un muscle avec des poids légers. Donc c'est totalement l'inverse que je te dis de faire. Donc des mouvements assez lourds avec des mouvements enfin donc des mouvements avec où tu charges lourd et en plus où tu as beaucoup de poids par rapport à ta morphologie, bien sûr. L'idée c'est pas de se casser, c'est juste d'avoir des poids lourds pour toi. Ok? Voilà. Donc ça c'est le deuxième truc à faire. Troisième truc à faire, c'est augmenter ta sensibilité à l'insuline, qui va te permettre de nettoyer les petites serrures de tes cellules pour que tes cellules puissent s'ouvrir quand tu as du sucre qui circule dans ton sang. Donc, ça c'est assez important. Comment on retrouve de la sensibilité à l'insuline? Bah finalement, il faut manger moins de sucre. En tout cas, être beaucoup plus intelligent dans la manière dont tu consommes les glucides. Puisque comme on l'a vu, à 20 ans et à 30 ans, ton corps, il n'a plus la même faculté à te digérer et à éviter que tu stockes un plat de pâtes entier. Okay. Donc comment on fait pour faire ça? Premièrement, dans ton alimentation, tu vas avoir peut-être beaucoup plus de protéines que ce que tu consommes actuellement. Franchement, 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, c'est le minimum que tu dois avoir. Donc si tu contrôles ce que tu manges, que tu traques ce que tu manges, il faut que tu t'assures que tu aies minimum 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Okay, donc tu multiplies ton poids de corps par 1,2 g et c'est ton quota de calorique minimum à avoir sur une journée. Okay, et tu vas voir qu'en mangeant ça, tu auras déjà moins envie de manger d'autres choses, notamment les glucides. Donc ça, c'est déjà le premier truc, puisque le protéine, c'est vraiment le seul aliment qui... Enfin, pas le seul, mais un des seuls macronutriments, enfin, en fait, c'est les protéines et les graisses, quoi. Et du coup, ça ne sécrète pas, ça ne stimule pas la sécrétion d'insuline, donc ça va permettre de reposer un petit peu ton corps. Et en plus, ça sécrète des hormones de la satiété. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir ne pas sécréter d'insuline, donc ça va te permettre de te resensibiliser à cette hormone puisqu'il y en a moins qui circulent. Donc quand il y en a qui circulent, bah, c'est plus rare, donc ton corps va être plus sensible. Et en plus de ça, le fait de manger plus de protéines va permettre de sécréter de la leptine et d'autres hormones. Donc c'est des hormones qui jouent sur ton cerveau et sur ton rapport à la nourriture de est-ce que quand je sors de table j'ai faim ou j'ai pas faim. Si tu n'as pas assez de protéines, tu vas pas pouvoir produire d'hormones de la satiété. Okay, donc c'est hyper important. En plus de ça, il faut bien sûr manger des fibres, okay, puisque là aussi ça va sécréter de la satiété, enfin des hormones de la satiété, de manger des fibres, donc des légumes, donc des fruits, des feuilles vertes, enfin tout ce qui est légumes à feuilles vertes aussi, qui vont pouvoir produire des acides gras à chaîne courte dans l'intestin. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais mange des fibres, puisque ça va te permettre de pas faire monter ton insuline et d'être rassasié. En plus de ça, il faut que tu manges des bonnes graisses. Donc, il y a deux types de graisses. Donc, il y a les graisses qui sont inflammatoires et d'autres pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. L'idée, c'est d'avoir au moins plus de graisses anti-inflammatoires dans ta journée que de graisses pro-inflammatoires pour éviter les inflammations, pour éviter que ta thyroïde, elle subisse ces inflammations dues aux mauvaises graisses que tu prennes et que, bah voilà, donc c'est quand même un problème. Et en dernier, dans ton assiette, c'est là où tu inclus tes glucides. Ok. Et l'idée, c'est pas de manger des glucides pour manger des glucides. L'idée, c'est de manger des glucides autour de l'entraînement, autour de moments en tout cas où tu vas être actif dans ta journée. Donc soit que tu ailles marcher, soit que tu t'entraînes. Okay, si tu manges beaucoup de glucides pour rester à regarder une série dans le canapé, ça ne va pas fonctionner. Si tu manges beaucoup de glucides pour aller au bureau et que tu as un boulot plutôt sédentaire, ça ne va pas marcher non plus. Okay, donc les glucides, c'est vraiment pour lier au moment où tu es actif dans ta journée, pas inactif. Okay, donc c'est important. Voilà, donc 80% de tes repas, ils doivent être composés comme ça, et c'est ok que 20% de tes autres repas, ça ne soit pas composé comme ça. Ça te permet d'inclure quand même, tu vois, des restos entre amis, des moments de vide, voilà, où tu ne manges pas pour que ton corps fonctionne bien, tu manges pour le moment partager un moment avec les autres et profiter, etc. Tu vois. Mais ça doit représenter max 20% de tes repas. 80% de tes repas, minimum, ça doit être des repas qui sont pour que ton corps fonctionne bien. Sinon, encore une fois,
eh bien, tu t'exposes à avoir un corps qui ne fonctionne pas bien et du coup, une silhouette qui ne te corresponde pas. Donc ça, c'est important. Et le quatrième gros pilier qui te permet justement de booster ton métabolisme, ça va être le levier du NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, toutes les activités qui ne sont pas de l'exercice qui peuvent augmenter la thermogénèse, donc l'équilibre de ton corps, on va dire. Donc ça te permet en fait justement de faire des petits mouvements dans ta journée et ça va te permettre justement à ce que ton métabolisme il brûle des calories, donc ton corps brûle des calories. Et là, moi je fais certaines personnes, je l'ai déjà vu dans les commentaires, etc. Me disent que je suis peut-être un peu trop rigoureux là-dessus, mais il faut faire tes 10 000 pas tous les jours. Effectivement, les 10 000 pas, oui, j'ai vu les commentaires, eh bien, les 10 000 pas, ça a été inventé, c'est un truc marketing de base, etc. Je suis totalement d'accord avec ça, je connais l'histoire, puisque je l'ai même raconté il y a plusieurs années dans le même podcast. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez regarder. Mais oui, c'est une histoire qui part d'un truc marketing 10 000 pas par jour. Mais psychologiquement, déjà, d'avoir 5 chiffres qui s'affichent sur une montre connectée ou sur un téléphone, déjà, c'est quelque chose qui est assez lisible. Donc, c'est pour ça que moi, je le donne personnellement comme consigne aux élèves que j'ai en coaching. Et moi-même, je me l'impose, que quand j'ai fini ma journée, boum, je veux qu'il y ait les 5 chiffres avec les 10 000 pas qui s'affichent sur ma montre. Et puis tous les jours, c'est un petit objectif de ma journée. Et voilà. Et pourquoi je dis ça alors qu'effectivement c'est un truc marketing? Parce que, comme je te dis, il y a 5 chiffres, donc c'est visuellement c'est intéressant. Et en plus de ça, notre corps, il est fait pour 18 000 pas par jour de base. Puisqu'en fait, pendant des dizaines de milliers d'années, donc quand on était sur la période chasseur-cueilleur, et ce, franchement, jusqu'à la révolution industrielle, on faisait 18 000 pas par jour en moyenne. Ok? Donc c'est énorme. Ça veut dire que notre corps, finalement, a été optimisé pendant des milliers d'années pour fonctionner à son plein potentiel à 18 000 pas par jour. Donc même si 10 000 pas, ça paraît beaucoup, en réalité, pour ton corps, ça ne l'est pas tant que ça. Tu vois. Donc ça me paraît être un minimum qui est relativement facile à atteindre, qui va quand même demander de tous les jours de marcher un peu plus que ce que tu fais actuellement, parce que si tu marches pas en fait dans une journée, si tu fais juste ton boulot, tu vas voir, tu es à 3 000 pas. Ok? Si tu as un boulot et que tu marches un peu pour y aller, tu vas être à 5 000 pas. Ok? Si en plus tu inclus genre une petite marche digestive ou un petit truc dans ta journée où tu marches un petit peu, etc. Voilà, tu vas être à 8 000 pas. Et donc finalement, tu n'as que 2 000 pas de supplément où du coup, tu vas devoir te creuser la tête. Est-ce que je le fais le soir devant une série quand je rentre, etc. Ou est-ce que je le fais? Est-ce que tu vois là, moi je fais ce podcast, je le fais debout. Donc je peux très bien glisser, ce que je fais d'ailleurs, à un tapis en dessous mon bureau et de marcher pendant que je suis en train de travailler. Pour tout ce qui est visio, appel, etc. Où du coup ça s'entend pas que je suis tout simplement en train de marcher, bah, je le fais, tu vois, et ça me permet d'augmenter les pas que je fais dans la journée. Voilà, donc et ça c'est des trucs que tu peux inclure. Ou alors, je fais une promenade supplémentaire au chien, comme ça il est content le chien aussi, tu vois, si t'as un chien bien sûr. Mais voilà, donc tu as toujours des astuces. J'en ai listé énormément aussi dans mes contenus, que ce soit des contenus en podcast ou alors dans les contenus que je fais avec mes élèves en coaching. Mais en tout cas, il y a plein justement d'astuces que tu peux mettre en place pour arriver à ce stade de 10 000 pas. Mais c'est très important parce qu'encore une fois, si tu fais 3 000 pas par jour alors que ton métabolisme il est fait pour 18 000 pas par jour, tu en fais 3 000, bah ça ne va pas fonctionner. Et en plus, ce qui est intéressant avec les pas, c'est que c'est de l'énergie qui est gratuite. Parce que là où le cardio va finalement stresser ton corps, etc., ça peut être intéressant de faire du cardio, hein. Moi, il y a à peu près la moitié de mes élèves qui font du cardio, en plus du renforcement, par contre, qui est obligatoire. Mais tu peux faire du cardio. Mais le truc du cardio, c'est que ça fait augmenter, vu que ton cœur est à son bam, 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 il est très élevé en termes d'énergie, eh bien, ça favorise la production de cortisol. Alors que la marche, pour le coup, ça ne fait pas monter ton cortisol, ok? Et comme on l'a vu, le cortisol, quand il y a du cortisol, il y a une sécrétion du coup de sucre dans le sang. Le sucre dans le sang déclenche de l'insuline et l'insuline, du coup, te rend incapable de brûler du gras. Et la marche, l'avantage, c'est que comme c'est une activité qui est légère et qui est longue, on va dire, eh bien c'est de l'énergie qui va être dépensée sans faire monter tes seuils de cortisol et du coup sans bloquer finalement, verrouiller ta perte de gras. Donc c'est hyper, hyper, hyper important d'intégrer
ces mouvements, donc le fait de marcher plus dans ton quotidien, c'est vraiment quelque chose qui va relancer tout sur ta perte de gras si tu ne l'as pas déjà fait. Et évidemment, c'est peut-être que pas quelque chose que tu faisais à 20 ans, mais que tu vas devoir mettre à 30 ans si tu veux ravoir à peu près le même niveau d'énergie, la même silhouette, le même métabolisme, la même faculté de réfléchir, parce que le métabolisme, c'est tout ça, hein. Le métabolisme, c'est pas uniquement un truc qui fait brûler des calories, c'est des trucs qui font brûler plus de calories, mais qui te permet aussi d'avoir du coup un corps qui fonctionne mieux. Puisqu'en fait, ton corps, il dépense plus de calories parce qu'il fonctionne mieux. Il ne brûle pas plus de calories pour brûler plus de calories. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à te retrouver. Donc, si tu veux retrouver un petit peu euh, un métabolisme qui fonctionne à son plein potentiel comme quand tu avais 20 ans, il faut mettre ces choses en place. Donc, à savoir vraiment, tout d'abord, rassurer son métabolisme en lentement baisser le quota de graisse qu'il a, pas de quota de calories, pardon, qu'il a, donc avec vraiment un déficit calorique hyper léger. En attendant, pour les premières phases, tu fais attention au sommeil. Deuxième truc, la sarcopénie, ok, donc ta masse musculaire baisse, donc il faut absolument que tu compenses ça en incluant des séances de renforcement musculaire avec des poids lourds et avec des exercices polyarticulaires, comme on l'a vu. En plus de ça, eh bien, il faut vraiment redévelopper une certaine sensibilité à l'insuline. Donc, au lieu d'avoir un gros plat de pâtes avec beaucoup de glucides, eh bien, manger plus des protéines avec des fibres, avec des bonnes graisses et après des glucides en fonction. Tu peux en manger pas mal si tu as une séance de sport à côté, mais si tu n'en as pas, bah, faut en manger moins, ok? Et en plus de ça, eh bien, le levier du NEAT, donc le fait de marcher si possible 10 000 pas par jour pour réussir à être, finalement, avoir un métabolisme qui fonctionne bien puisqu'il est activé un petit peu toute la journée. Donc, c'est les 4 grands piliers qui vont te permettre de... il y en a beaucoup plus que ça, en vrai, hein. Il y a plein de trucs à faire, mais bon, sinon je vais pas faire un podcast qui dure 3 heures, donc ça va être compliqué. Mais en vrai, déjà, c'est une bonne base pour commencer. Donc, vraiment, à l'issue de l'écoute de cet épisode, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est vraiment te dire, ok, là, il y a peut-être un sujet parce que, par exemple, ma nutrition, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup trop de glucides et du coup, ça ne le fait pas. Et bien, du coup, boum, et bien, je vais inclure ça la semaine prochaine. Et la semaine d'après, ok, c'est le NEAT, ok, le NEAT, je l'inclus, etc. Et vraiment, chaque semaine, essayer de mettre quelque chose en place pour justement arriver à ton objectif de forme. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est hyper puissant à faire. Des petits pas toutes les semaines. Maintenant que tu as compris finalement ce qui a bougé de 20 ans à 30 ans, eh bien, c'est à toi, du coup, maintenant que tu as l'info, d'agir dessus. Ok. Et si tu le fais pas, bah, il se passera rien. De toute façon, faut être lucide là-dessus. Si tu fais les mêmes actions, tu auras les mêmes conséquences. Ok. Si tu veux changer les conséquences, il faut que tu changes les actions. Ça ne va pas tomber du ciel. Donc c'est à toi de te bouger et te dire, ok, j'inclus ça parce que c'est relativement facile à faire pour moi. Visiblement, d'après le gars, ça a l'air d'être important, donc je vais essayer. Ok. Tu vois que ça fonctionne, tu rajoutes un truc, etc., etc. Donc voilà, on en a fini avec ce podcast justement sur comment perdre du poids après 30 ans et aussi après une grossesse. Si justement tu veux aller plus loin et que justement ce travail tu peux le faire justement de la manière un petit peu en autonomie, comme je te l'ai dit, d'inclure quelque chose toutes les semaines, essayer de voir les effets, ou alors tu peux justement te faire accompagner pour ta transformation physique et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas assez de charge mentale de te soucier de comment réaliser ma transformation physique sans que ça me baisse mon métabolisme, en augmentant mon métabolisme, que ça soit compatible avec ma vie active, que ça soit compatible, etc., avec plein de choses, et bien en fait, tu peux justement tout simplement déléguer ce travail en faisant accompagner par un professionnel du domaine, moi, ok? Donc si tu veux que je t'accompagne personnellement pour justement que je te permette de relancer ton métabolisme, d'automatiser finalement ta perte de gras, ok? Pour justement modifier ton style de vie comme on l'a vu, pour te permettre justement d'arriver à ton objectif de forme. Donc si par exemple tu étais à un poids de forme il y a 5, 10 ans, ou même 3 ans ou 2 ans, ok? Et que justement, par exemple, tu étais avant ta grossesse, tu étais à 60 kilos et que là, tu n'arrives pas à arriver à 60 kilos et que tu as toujours plus de 5, 6, 7 kilos, 10 kilos, 15 kilos à perdre et que tu n'arrives pas justement à retomber sur ton poids d'avant grossesse et que tu n'as pas envie de faire toute la stratégie que je viens d'expliquer justement en podcast et que tu veux vraiment te déléguer ça, déléguer cette charge mentale et que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe et que toi, tu es plus qu'à appliquer, comprendre et appliquer ce que tu fais, tu vois.
eh bien, voilà, tu peux te faire accompagner par mes soins. Si tu veux, moi, dans mon accompagnement, il y a beaucoup de choses, ok? Et tu vas voir, ça va vraiment t'intéresser, puisque tu as déjà un protocole d'activation du métabolisme. Ça prend à peu près 12 semaines, il y a 12 étapes, et en 12 semaines, on arrive finalement à passer peut-être d'un métabolisme qui n'est pas du tout activé, très certainement aujourd'hui, à un métabolisme qui est beaucoup plus activé dans 12 semaines. Et du coup, ça va te permettre d'avoir un métabolisme activé, de brûler assez facilement du gras finalement. En plus de ça, tu as un plan sportif et un plan nutritionnel sur mesure. L'idée, c'est pas que tu aies des frustrations, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'adapté à la fois sur la partie entraînement et la partie nutrition à ton style de vie, à ta vie de famille, au temps que tu disposes dans ta semaine, etc. Ok. En plus de ça, tu as un support sur WhatsApp, ok, donc 7 jours sur 7, je t'accompagne, je suis dans ta poche pour t'accompagner tous les jours si besoin, pour répondre à tes questions, pour mettre des choses en place, pour te débloquer psychologiquement sur des trucs, etc. Donc c'est vraiment hyper important. En plus de ça, avec mon accompagnement, et là où enfin, probablement il n'y aura personne qui te proposera ça à la fois sur Internet ou même en physique, c'est que moi, mon accompagnement, je t'accompagne jusqu'à ton poids de forme. Ok, ça veut dire que par exemple, si tu étais à 60 kilos avant grossesse, que là, ça fait des années que tu es bloqué à un poids, eh bien moi, je t'accompagne jusqu'à ce que tu arrives à 60 kilos. Et ce, sans surcoût par rapport à ton investissement de base. Ok, effectivement, mon accompagnement, il est premium et ça représente un certain investissement, mais nos objectifs, ils sont liés. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à ton poids de 60 kilos, admettons, eh bien, moi, je continue de t'accompagner gratuitement jusqu'à ce que tu arrives à ce poids-là. Donc, on a vraiment des destins liés et du coup, eh bien, ça nous permet de travailler hyper efficacement sur un objectif clair et surtout que toi, tu sais combien tu dois investir pour ta transformation physique et tu n'as jamais de surcoût. Alors que sinon, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais il y a certains, je sais parce que ça fait des années que je travaille dans le milieu, qu'il y a certains professionnels qui te font payer des séances, des séances, des séances et finalement qu'on a intérêt à ce que tu restes chez eux. Ok? Parce que tu dépenses plus chez eux. Alors que moi, dès le début, tu as un budget et au final, eh bien, tu es sûr que je t'accompagne jusqu'à ce que ton objectif soit réalisé, quel que soit le temps que ça prend. Ok? Donc si ça t'intéresse, ce genre de solution clé en main finalement, eh bien, voilà, je t'invite à te rendre en description. Et en plus de ça, en ce moment, eh bien, tu ne payes pas mon accompagnement avant d'avoir perdu tes 2 premiers kilos. Ce qui te permet en fait de découvrir ma méthode, de voir que ça fonctionne et vraiment de te permettre aussi voilà, de voir que ça fonctionne et de payer après ton investissement pour ta transformation physique. Donc si ça t'intéresse, ce genre vraiment de coaching premium tout en un, parce que là franchement, je pense que tu ne peux pas avoir de choses plus tout en un que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout, sport, nutrition, métabolisme, accompagnement sur WhatsApp, garantie, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc si ça t'intéresse, eh bien, tu as un petit lien en description qui te redirige vers un questionnaire de candidature. Pourquoi c'est un questionnaire de candidature? Puisqu'en fait, j'ai des places qui sont limitées. Tu te doutes bien que pour garantir un tel niveau de suivi, eh bien, je ne peux pas suivre 100 élèves en même temps. Donc, c'est condensé sur 20 élèves que je prends en même temps et du coup que je sélectionne. Et pour sélectionner mes élèves, eh bien, je leur fais justement remplir un petit questionnaire de candidature. Donc, toi, si ça t'intéresse, et tu me dis, bah voilà, ta situation, etc. Tu aurais plein de petites questions. Moi, je lis tous les jours les questions, enfin les réponses aux questions des gens. Et si je suis sûr de pouvoir t'accompagner de ta situation d'aujourd'hui à ton poids de forme dans quelques mois, eh bien, je te dis, bah vas-y, moi j'ai sélectionné ton questionnaire puisque ton profil m'intéresse, que je suis sûr que je peux t'aider à 100% et à te permettre d'arriver à ton poids de forme dans les prochains mois. Est-ce que ça t'intéresse qu'on se fasse une petite visio pour que tu me parles un petit peu de ton objectif et que moi je te parle un petit peu de comment je peux t'accompagner à cet objectif-là. Voilà, donc ça engage en rien, mais si tu veux candidater, ça passe par là, ok? C'est pas une candidature instantanée où je te dis vas-y c'est bon, je prends tout le monde, etc. C'est vraiment, je te dis, j'ai un nombre limité parce que je tiens vraiment, vraiment, vraiment à suivre chaque personne que j'accompagne de la meilleure des manières. Voilà, et c'est la seule manière que j'ai trouvée, c'est vraiment de filtrer finalement qui je voulais accompagner. Voilà, donc j'ai aussi cette chance-là, donc c'est assez cool. Mais en tout cas, toi, si tu es sélectionné pour du coup te faire accompagner, tu sais que tu as une garantie de suivi qui est incomparable par rapport à ce que tu peux trouver ailleurs. Voilà. Donc j'ai fini de faire ma promo, en tout cas. Si ça t'intéresse, tu as un lien en description. Tu réponds au questionnaire de candidature et si je te recontacte dans quelques mois, c'est que eh bien, je suis sûr de pouvoir t'aider quelques jours, pardon, je suis sûr de pouvoir t'accompagner dans les prochains mois et de te faire arriver à ton objectif surtout. Donc voilà,
Donc c'était vraiment un plaisir de te faire ce podcast. J'ai une grosse chose à te demander, c'est de me faire un retour sur cet épisode que tu viens de découvrir, puisque bah, si tu m'écoutes depuis un moment, tu as vu que c'était un format qui est un peu différent d'habitude, ou qui est beaucoup plus authentique, qui est beaucoup plus naturel, puisque avant j'avais eh bien, un monteur vidéo qui s'occupait de monter, etc., mes épisodes, et où du coup il y avait des choses qui étaient retirées, etc. Et aussi, moi, j'avais un prompteur qui m'aidait, etc., pour justement pas que je me perde dans mes explications et tout. Là, du coup, je me suis beaucoup perdu dans mes explications, mais je pense avoir quand même quelque chose de relativement structuré pour te permettre du coup d'arriver à ton objectif. J'ai fait quand même quelques notes, hein, faut pas abuser, mais voilà. Et du coup, eh bien, c'est, je pense, un épisode qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus naturel, beaucoup plus long aussi. Donc, ça peut te plaire, mais ça peut aussi ne pas te plaire, parce que bah, il y a des gens qui n'ont pas une heure, voilà. Moi, j'avoue que je suis assez fan de ce type de format-là. J'écoute beaucoup de livres audio, beaucoup de podcasts, où du coup je suis habitué à passer plusieurs heures sur un contenu. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais je sais que peut-être que si tu me suis, que tu étais plus habitué à avoir des épisodes de 20 minutes et que tu te retrouves à avoir écouté plusieurs heures, bah voilà, tu te dis, bah finalement, voilà, c'est pas forcément un créateur qui est fait pour moi. Donc ça m'intéressera de lire, je lirai bien sûr tous les commentaires comme d'habitude, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, et l'idée ça serait de faire des podcasts comme ça très longs, un par semaine. Ok, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour te faire des épisodes aussi longs. Mais je pense que ça en vaut la peine. Donc vraiment, n'hésite pas. Si je vois que j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de gens qui s'abonnent, etc., évidemment que c'est quelque chose que je vais refaire dans le futur. Donc il faut juste me dire, il faut juste me guider sur ça. Donc bah voilà, n'hésite pas. Même si c'est pour dire c'est top ou c'est de la merde, me le dire, ok? Donc voilà, comme ça va pouvoir m'aider dans ma création. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire ce type d'épisode-là que les petits épisodes que je te faisais avant. Ça me frustrait. Mais c'est voilà, c'est un autre boulot qui me plaisait moins, de regarder un petit peu comment optimiser les scripts, comment faire que tes phrases elles soient optimisées pour que la personne reste le plus longtemps possible sur le contenu. J'aime moins ce type de travail que de faire du travail beaucoup moins travaillé, beaucoup plus authentique du coup, et le poster et voir si ça plaît, tu vois. Donc moi, ça m'arrangerait que tu préfères ça. Voilà. Mais bon, si ça ne plaît pas, eh bien, évidemment, je changerai de truc. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir. N'hésite pas à me faire un retour. N'hésite pas aussi à t'abonner. C'est quelque chose. Bah, alors, je fais un podcast par semaine. Dans quelques semaines, peut-être une, deux, 3 semaines, je vais être papa. Donc il y a un dimanche où je ne vais pas pouvoir travailler parce que je ne vais pas pouvoir te faire de podcast parce que je suis en train de m'occuper d'un nouveau-né. Donc bah, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu auras une cloche qui t'explique, enfin, dès que je sortirai un nouveau épisode. Mais généralement, c'est tous les dimanches midi, sauf tous les week à midi, sauf un dimanche là dans quelques temps où il n'y aura pas d'épisode. Hein. Je te prie de m'excuser pour ça, mais je pense que tu comprendras. En plus, tu es certainement passé par là, donc tu vois de quoi je parle. C'est peut-être un peu compliqué pendant une semaine, voire même beaucoup plus qu'une semaine, mais je le ferai avec plaisir parce que c'est évidemment mon travail aussi. Donc voilà. Mais une semaine où je pourrais pas du tout. Donc voilà, c'était un plaisir. N'hésite pas à t'abonner, commenter, me faire un retour. Et on se retrouve dimanche prochain, normalement, pour un prochain épisode sur le sport, à santé et nutrition. Ciao les sportifs intelligents!